Est-ce que quand vous étiez étudiant, vous pensiez déjà à pratiquer des IVG? Du tout. Non, du tout. Je pensais pas du tout à ça. À la base, moi, je crois que je voulais faire chirurgie au début. Absolument pas. Oui, oui, c'était très clair. C'est une époque très différente de l'époque d'aujourd'hui. Oui, je trouvais que ça faisait partie de la manière dont moi j'envisageais mon métier. Du temps de mes études de médecine, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non, je pense pas. Oui. Non, pas du tout. Mais en fait, j'ai commencé la gynécologie dans cette optique-là. Quand tu as commencé, tu t'es sentie un peu seule? Oui. Oui, c'était vraiment... Alors c'était une période en plus où l'avortement, c'est toujours tabou aujourd'hui, mais où là c'était vraiment très fort. Et même au sein des milieux médicaux, donc c'est quelque chose dont on ne parle pas. Hein. Lors d'une réunion planning, on se rendait compte qu'on n'en parlait peut-être pas tellement, en fait. Et donc, je me suis dit, c'est vrai, j'en parle, mais plutôt à des gens proches, comme si c'était encore un peu tabou. Donc, depuis lors, je fais un peu l'effort d'en parler. Et je vois que ça provoque quand même des émois. Ma très chère femme, elle travaille dans un centre qui s'occupe des soins palliatifs. Et là aussi, ça touche à la mort. Et je vois que ça provoque des émois pas possibles chaque fois qu'elle dit « Ah oui, je suis infirmière coordinatrice en soins palliatifs. Oh, ça doit être terrible. » Et quand moi je dis « Je fais des IVG. » Ça doit être terrible. Et elle répond et je réponds « Non, c'est pas terrible, c'est exigeant, mais c'est pas terrible. » Je crois que le fait que c'est dépénalisé, ça a quand même aidé. Hein. Donc nous, pour nous, c'était plus confortable, mais ça a quand même libéré la parole. Et donc c'était plus facile d'en parler avec les patients, avec les femmes, mais c'était plus facile d'en parler avec certains collègues aussi. Maintenant, il y a un effet pervers aussi, c'est que certains collègues travaillaient dans les plannings et donc on dit maintenant que c'est dépénalisé, vous n'avez plus besoin de moi, ça va se faire partout, quoi. Or, c'est pas vrai que ça s'est fait partout, dans tous les hôpitaux, dans tous les services de gynéco, ça n'est pas vrai. Rien ne dit qu'il n'y ait pas des retours de flammes et qu'il n'y ait pas des retours et de nouveau des mouvements anti-IVG qui nous rendent la vie dure et les lois peuvent changer de nouveau dans l'autre sens. Un des arguments de ceux qui sont contre l'avortement est de dire qu'on détruit une vie. Voilà la question qui m'est posée. C'est une très bonne question aussi. C'est parce que je suis, et avec moi tous ceux qui se sont manifestés sur les mêmes positions ces dernières semaines, c'est parce que je suis pour le respect, pas de la vie, mais de la vie et de la personne humaine, que je suis pour l'avortement. Après l'emprisonnement de Willy Pearce, nombre de médecins et d'autres personnels de santé se sont rendus compte qu'il était de leur responsabilité de venir en aide à ces femmes et de les assister, de les soigner correctement. Et donc, très rapidement, se sont ouverts des centres d'avortement dans la partie flamande du pays. Les centres de planning familial de Bruxelles et de Wallonie, certains d'entre eux en tout cas, ont commencé à avoir une activité d'interruption volontaire de grossesse qui a répondu en grande partie à la demande, si je puis m'exprimer ainsi. Et les autres femmes belges se rendaient soit aux Pays-Bas, soit en Grande-Bretagne pour avoir leur avortement. Donc le problème de l'avortement réellement clandestin, il était illégal en Belgique, forcément. Il était illégal, mais il n'était plus clandestin. Pearce, pour moi, a été une belle rencontre dans le sens où, à la fois, il était évidemment pro-IVG, ça on le savait à l'époque et moi je le savais aussi.
Et il était malgré tout, enfin je vais dire malgré tout, c'est un peu drôle de dire ça, mais il était extrêmement tolérant, y compris pour les gens qui n'étaient pas pro-IVG, ce qui n'était pas mon cas, mais dans les stagiaires médecins, il y en avait qui ne l'étaient pas. Il était extrêmement ouvert et tolérant. Moi, j'ai commencé ma pratique au moment où c'était interdit. Donc, il y avait l'époque des procès aussi à Bruxelles. Et on savait bien aussi ce qui se passait avec des femmes qui avaient des avortements illégaux. Donc, moi, je suis convaincue qu'une femme qui ne veut pas garder une grossesse, qui veut un avortement, elle arrivera à ses fins. Le problème, c'est dans quelles conditions? J'avais eu l'occasion, donc même avant l'arrestation de Willy Peirce, de faire des avortements ailleurs qu'en Belgique, aux États-Unis et en Ouganda. Et j'avais constaté donc la morbidité des avortements clandestins. J'ai vu une femme mourir devant moi, sur un brancard, dans un couloir d'hôpital, parce qu'elle était en tellement mauvaise condition que nous n'avons pas eu le temps même de la transférer dans un lit et de procéder à une ressuscitation. C'était une femme qui avait probablement 20 ans. C'était un samedi midi. Il faisait splendide dehors et ça m'a marqué à vie. Moi, je sais ce que j'ai fait et je sais pourquoi je l'ai fait. Je suis médecin et je l'ai fait dans un but de santé publique. Et ça veut dire que sur le fond, vous ne changez pas d'opinion. Est-ce que vous ne faites pas machine arrière? Pas du tout, pas du tout. Je considère que mon devoir de médecin est de maintenir les opinions que j'ai toujours défendues. C'est que nous nous trouvions devant des situations où légitimement le médecin n'avait pas à se défiler, où il avait à prendre en conscience ses responsabilités. Je crois que nous ne pouvons absolument pas modifier cette position, faute de commettre une erreur médicale. Une anecdote qui date des années 60 en Roumanie. Vous savez que dans les pays du bloc communiste, l'accès à la contraception était assez difficile. La contraception, entre guillemets, était assurée par l'abstinence périodique et le coït interrompu, ce qui donne un nombre non négligeable d'échecs. Et ces échecs étaient traités par des interruptions de grossesse d'accès extrêmement facile, fait dans des hôpitaux, dans de bonnes conditions. Ceausescu, confronté, comme tous les pays développés, à un ralentissement des natalités, décide un beau matin d'interdire l'interruption de grossesse en Roumanie. Et comme les bureaucrates des pays de l'Est enregistraient tout, on a des courbes très, très illustratives où on voit pendant quelques mois la natalité qui remonte, et puis elle revient à la situation avant l'arrêt de l'interruption légale, et ce qu'on voit grimper, c'est les morts maternelles. La médecine, elle ne se limite pas à des actes techniques, elle ne se limite pas à des grandes opérations, à des grands diagnostics ou à des choses comme celle-là, mais que finalement, la médecine, c'est de l'humanité. Et là, on va ressortir les choses les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ce métier, c'est quand on est capable de se mettre à la place de l'autre. Et c'est pas évident, on a notre histoire, il faut être capable de se mettre en face de quelqu'un, non seulement de l'écouter, mais en plus lui donner l'impression qu'on ne le juge pas. Et parfois, oui, on a devant nous la petite nana qui vient avec sa 3e demande d'IVG, et c'est pas facile, et il faut aller au-delà de ça, et surtout ne pas le lui faire ressentir, et je crois que c'est ça la différence entre ce qu'on nous apprend à l'école, et puis ce que la pratique va nous enseigner à mesure qu'on l'a fait. On n'a pas imposé un choix, ça c'est certain. On n'a pas non plus à se débiner trop rapidement, de dire écoutez, faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche. Je pense que ça se construit. Et je pense qu'il faut que les gens aient ce qu'on appelle un consentement éclairé. Notre responsabilité de médecin, c'est quand même de donner un maximum d'informations. Et ce n'est pas uniquement des informations techniques ou factuelles, c'est d'essayer aussi de les aider à construire un petit peu leurs décisions. Il faut essayer de les aider à trouver leurs propres réponses et leurs propres décisions avec leurs valeurs à elles. L'IVG, ça arrive à qui?
Alors, l'IVG arrive absolument à tout le monde. Nous voyons des femmes riches, pauvres, avec beaucoup de diplômes ou pas de diplôme du tout. C'est vraiment Madame tout le monde. L'âge moyen est de 27 ans et l'image qui circule habituellement, c'est que ce sont des jeunes en perdition qui font n'importe quoi et qui ne prennent pas soin d'elles. En fait, en Belgique, les petites jeunes, elles ont plutôt de bons résultats. Il y a très peu de grossesse en général chez les jeunes, peu d'IVG et peu de naissances. Donc on est dans un des pays où les jeunes prennent bien en charge leur fertilité, en fait. J'ai eu un collègue d'un autre hôpital qui m'a appelé pour me parler d'une patiente qui suivait depuis qu'elle était toute jeune, depuis qu'elle était enfant, qui maintenant avait 20 ans et qui était enceinte et qui en fait avait été mise dehors par son mari, qui en plus la battait. Et donc il m'a appelé en me disant, voilà, c'est une situation, c'est pas possible que cette patiente, qui est ma patiente, garde cette grossesse. Elle a dépassé le délai légal. Qu'est-ce que je peux faire? Mais elle est dans une situation catastrophique, elle prend plus ses médicaments, elle est à la rue, elle se fait battre par son mari. Et donc à ce moment-là, il me dit, voilà, j'ai besoin de ton aide. Et je lui ai juste dit, mais tu vois ce que c'est? Je veux dire, pour toi, là, ça te semble évident, mais nous, en fait, chaque patiente qui vient nous voir pour demander une interruption, ça nous semble aussi évident. Je pense que l'image qu'ont les gens des centres de planning familiaux ou des médecins qui avortent est une image qui est tout à fait biaisée. Donc je pense que ce qui serait important, c'est déjà que la plupart des étudiants aillent assez tôt faire des stages dans les plannings familiaux pour se rendre compte de la prise en charge et surtout de se rendre compte du pourquoi les femmes viennent demander des interruptions volontaires de grossesse, de se rendre compte de ce que c'est en fait. J'avais une jeune qui termine sa dernière année de médecine, donc qui n'est pas encore médecin, qui me disait « Je croyais que l'avortement, c'était dramatique, c'était terrible et que c'était des pleurs et qui, après sa matinée de consultation avec moi, m'a dit « Ah, mais c'est génial en fait, parce qu'on sent vraiment que les femmes en ont besoin et qu'on sent le soulagement après la prise en charge. » Et ça lui a vraiment montré une autre version que ce qu'elle avait en tête. C'était vraiment chouette. Pour avoir accueilli plusieurs déjà stagiaires, enfin un paquet de stagiaires sur les années, j'ai l'impression que certains d'entre eux ont l'image que dans un planning, forcément, on est 2000% pro-IVG et qu'on ne peut pas se poser de questions. Alors que c'est complètement faux. Moi, je leur dépose mes questions et ils sont parfois étonnés. Donc, moi aussi, je suis ambivalent, donc je pense qu'ils peuvent l'être aussi. Moi, je trouve que accompagner dans notre métier, moi, je trouve que c'est l'essence de notre métier, c'est d'accompagner les gens, puis de les soigner, d'en prendre soin, mais y compris, pourquoi pas, dans l'IVG. Si pour l'étudiant, ça ne lui pose pas un problème majeur. Je ne trouve pas non plus qu'on doit soigner les gens en se faisant du mal à soi-même. Voilà. Et est-ce que tu comprends qu'il y a des médecins qui refusent de le faire? Bien sûr. Je trouve ça tout à fait normal. Je peux comprendre que ça ne fasse pas partie de leurs convictions, qu'ils soient mal à l'aise, comme je peux comprendre qu'un médecin n'a pas envie de pratiquer une euthanasie. Ça fait partie de l'éthique où chacun est libre de s'engager plus ou moins. Quand des médecins le font contraints et forcés, que ça se passe par exemple dans le cadre de stages où on est obligé de participer à des IVG, moi je pense que c'est très mauvais parce que le médecin se sent maltraité, parce qu'en tant que stagiaire, on n'ose pas toujours dire qu'on ne veut pas participer à l'IVG. Et je pense qu'un médecin maltraité est un médecin maltraitant. Si pour une raison personnelle qui peut être tout à fait compréhensible, le gynécologue ne veut pas lui-même réaliser l'acte, je pense que son devoir, c'est de permettre que l'acte soit réalisé par quelqu'un d'autre. Donc de communiquer, de référer la patiente et de s'assurer que les choses se passent. Il faudrait savoir quel est l'autre élément qui fait l'homme. Et c'est là, précisément, dans la discussion,
l'hypothèse pas de l'avortement qui fait la grosse difficulté. C'est que nous ne savons pas quand commence exactement l'homme autre que l'homme biologique. Beaucoup de gens qui abordent la question de l'IVG disent quand commence la vie. En fait, en termes de biologie, la vie ne commence jamais. Il n'y a pas la génération spontanée depuis les travaux de Pasteur sont bien démontrés comme n'existant pas. La vie ne se crée jamais, elle se transfère d'un individu à ses cellules reproductives, à ses œufs ou à ses spermatozoïdes, si c'est une femme ou un homme, et puis cet ovocyte et ce spermatozoïde fusionnent pour donner un embryon. Cet embryon va redonner un individu qui va refaire des cellules reproductives, etc. Et donc, la vie ne commence jamais. Et donc, c'est nous, comme êtres humains, qui mettons une barrière ou un statut philosophique aux diverses étapes de notre production. Entre aucun statut de protection, ce que tout le monde, je pense, à peu près acceptera pour les spermatozoïdes ou les ovocytes, et le statut de personne qu'on donne à un enfant né, qui est protégé par la loi, qui a tous les attributs symboliques de la personne, entre les deux, il y a un continuum qui fait que l'interruption volontaire de grossesse est plus facilement acceptée à 8 semaines qu'à 14, plus facilement à 14 qu'à 20, et assez difficilement à 30. En médecine, je trouve qu'il y a plein de questions qui sont en relation avec la vie et la mort tout le temps, en dehors de l'IVG. C'est ça la médecine. Je pense que c'est d'ailleurs une de mes raisons inconscientes qui a fait que je suis devenu médecin. Sincèrement, donc, pour moi, c'est pas spécifique à l'IVG, ces questions-là. Ces questions-là, elles sont spécifiques à l'humanité, pour moi. Donc, c'est pas... Je pense que je ne pourrais pas pratiquer la médecine, mais indépendamment de l'IVG, que si je me pose pas ces questions-là, parce que la médecine, c'est devenu une soi-disant science. Alors, c'est une science en partie, mais c'est une science inexacte. C'est une science que je considère comme parfois très totalitaire vis-à-vis des gens et qu'il n'y a plus assez d'espace pour ces questions éthiques, ces questions de limites, ces questions de droit, de devoir, ces questions de c'est quoi la vie, c'est quoi la dignité, enfin toutes ces questions-là, mais elles se posent tout le temps. Moi, je trouve que la médecine générale, c'est un laboratoire de questions comme ça et que j'essaye d'élaborer avec les patients et les patientes à l'occasion de l'IVG, mais à l'occasion de mille et une choses, voilà. Et donc, peut-être que je me fais mal comprendre, je ne me sens pas torturé par ces questions, pas du tout. Je me sens nourri par ces questions. Et le jour où je m'en poserai plus, sincèrement, ça voudra dire que je suis devenu un instrument. Et à ce moment-là, j'espère que j'aurai le courage de m'arrêter. Voilà, parce que je ne serai plus humain. Mais si je ne suis pas humain, je ne serai pas humain vis-à-vis de la femme non plus. Donc, je ferai du mauvais travail. Pourquoi est-ce que accoucher des femmes et pratiquer des IVG, c'est pas quelque chose de contradictoire pour toi ? On a un métier qui est un peu schizophrénique en tant que gynécologue. Alors c'est vrai, comme je dis, souvent le matin, on va voir une patiente qui est alitée et on espère que sa grossesse va tenir jusqu'au moment où le bébé est viable, parce qu'elle a une histoire difficile. Elle est alitée depuis des semaines et puis d'un autre côté, une demi-heure après, on va aller voir une patiente pour qui avoir une grossesse. C'est pas possible. Donc c'est pas contradictoire parce que ça fait juste partie de la vie des gens. Et je dirais même que notre présence est plus importante parce que ce sont des moments difficiles pour les patientes. Tandis qu'un accouchement, a priori, c'est un moment heureux, c'est un moment difficile, douloureux, fatigant, mais je veux dire, c'est un moment heureux, les gens sont heureux. Et donc, voilà, notre présence, notre soutien est probablement moins importante en tant que soignant dans le fait de prendre soin des gens que dans des moments qui, pour eux, sont difficiles. Et donc, j'ai souvent ressenti beaucoup d'émotions et beaucoup d'utilité en réalisant des interruptions de grossesse, probablement même plus qu'en réalisant des accouchements. J'ai une fois été parler à l'université catholique de Louvain néerlandais, la KUL. J'étais enceinte de 9 mois et je venais parler à des psychologues de l'IVG. Et la salle était assez interloquée
de voir une femme enceinte parler de l'IVG, mais en fait, et je faisais des IVG aussi étant enceinte, et il fallait qu'on en parle aux femmes pour qu'elles comprennent bien que être enceinte n'empêche pas du tout de faire une interruption de grossesse, parce que c'est une question de choix. Moi, j'étais ravie d'être enceinte, c'était mon choix. Et elle était enceinte sans le vouloir. Et je crois que même quand on est enceinte en le voulant, on se rend aussi bien compte que si on ne le voulait pas, ce serait quelque chose de tout à fait horrible. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Oui, j'ai 4 enfants. Et tu pratiques des avortements, c'est pas contradictoire? C'est ça la vie, justement. C'est ça la vie, c'est de pouvoir choisir d'en avoir ou de ne pas en avoir. À des moments différents de la vie, évidemment. Ouais. À ton avis, est-ce qu'il faut être forcément militante ou avoir une grande sensibilité pour la cause des droits des femmes pour pratiquer des avortements? Absolument pas. C'est pratiqué tous les jours en hospitalier par de jeunes gynécologues qui le font simplement parce qu'au niveau du planning, ils sont à côté de la case hôpital de jour et IVG. Mais non, selon moi, il ne faut pas être investi. Ça se passe au-delà de ça. Après, force est de voir aussi que dans les plannings, c'est le désert. Et que... Et je ne crois pas que ça parte d'une mauvaise intention de certains médecins qui n'ont aucun problème avec ça. Je pense que c'est parfois de la méconnaissance et de jeunes médecins qui ne se rendent pas compte qu'on a besoin d'eux là-bas et que finalement être un minimum militant quand on pratique, c'est important aussi d'aller au-delà de ce qui a été acquis à un moment par nos prédécesseurs. Aucune patiente ne vient de gaieté de cœur interrompre sa grossesse. Et puis pour nous, gynéco, c'est quelque chose qui est pas hyper agréable à faire non plus. Mais par contre, c'est quelque chose que je fais parce que j'aide mes patientes et que je vois que je leur rends service et qu'après, elles se sentent soulagées. Donc oui, c'est un devoir pour moi, en tout cas, de le faire. Je ne peux pas me dire dans mon métier, juste, je vais m'occuper que des choses entre guillemets agréables, dont je peux parler devant tout le monde. Je fais des accouchements, je fais de la fécondation in vitro. Non, je veux dire, voilà, la vie, c'est pas comme ça. Et donc, il y a effectivement des moments où ces patientes, qui sont des patientes qu'on connaît souvent depuis de très nombreuses années, parce qu'en fait, la gynécologie, c'est un peu la médecine générale de la femme. Et donc, effectivement, des patientes qu'on a connues à 16 ans, à 15 ans, on leur a prescrit leur première pilule et puis on les a accouchées ou pas, ou alors elles viennent avant demander cette interruption de grossesse. Oui, ça me semble fondamental. Je veux dire, ça fait partie de notre métier et de notre devoir. À partir du moment où on choisit de faire la médecine et de faire la médecine générale, on est engagé. On est engagé auprès des gens, auprès des femmes, auprès des hommes, auprès des enfants. Et donc, pour moi, c'est un tout. Et donc, évidemment, moi, j'avais choisi de faire beaucoup ça et d'en faire vraiment ma pratique quotidienne. Mais ça devrait pouvoir faire partie de la pratique de la majorité des médecins. Donc, je le vois plus comme un engagement dans sa pratique de soins et à nouveau comme un acte médical, comme un autre acte médical. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un geste très valorisant et la reconnaissance des femmes pour le geste qu'on accomplit pour elles, elle est énorme. Et donc, rien que ça, c'est merveilleux. Je suis contente, moi, de le faire. Je me sens valorisée de le faire. Je me dis, voilà, c'est quelque chose d'important pour que les femmes se sentent bien. Voilà, je trouve c'est un peu... Enfin, je sais pas, moi, les gens qui disent, oui, c'est bien l'IVG, il faut le faire. Mais je dis, ah non, moi, je le ferai jamais. Mais je trouve, voilà, il y a une loi qui existe, même si elle n'existait pas, de toute façon, les IVG se feraient quand même. Mais c'est juste... voilà, il faut des pratiquants qui soient là. Et je trouve que il faut qu'il y ait des gens qui pratiquent pour que ça se fasse. Et donc, voilà. Je pense que c'est la moins mauvaise solution dans le cadre des demandes qui sont faites. Au-delà, je devais dire, parfois de cette apparente... je
je ne vais pas dire légèreté, mais quelque chose d'un petit peu dissocié. On se rend compte que derrière ça, il y a systématiquement une détresse importante et que la demande n'est jamais légère. Pourquoi je fais des IVG? Parce que ça a du sens pour moi, parce que dans cette rencontre, je suis satisfait de donner à des femmes qui n'avaient pas envie d'être enceintes le droit de ne plus l'être, et que quand une femme est soulagée et qu'elle me le dit au contrôle, ben pour moi, c'est la plus belle des récompenses, sincèrement. Voilà. J'ai une collègue qui un jour m'a dit ça, et c'est vraiment ça, c'est faire ce que les femmes voudraient pouvoir faire seules, mais qu'elles ne peuvent pas, et donc c'est le faire pour elles. Donc c'est-à-dire avorter, trouver cette solution à cette grossesse qu'elles n'ont pas envie de garder. Ouais, je trouvais ça. Elle disait, je suis les mains des femmes, et c'est un peu ça en fait. Ouais.